La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoulété. Et on continue ce débat avec nos amis panafricains, Adama Coulibaly, burkinabé, son parti APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricain, un grand panafricain, Adama Coulibaly. Vous avez suivi Marie-Paul Babli, elle s'indigne, mais en même temps elle propose. Vous l'avez écouté, qu'est-ce que vous avez ajouté à ce qu'elle vient de dire? Alors, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que et si nous voulons nous battre avec les armes des autres, nous sommes perdants d'avance, comme disait le professeur Joseph Kizerbo, on ne peut pas passer le temps à dormir sur la nappe des autres. Nous sommes étrangers chez nous, c'est-à-dire qu'on est venu nous imposer un système où nous avons oublié qui nous sommes et nous fonctionnons avec tout leur système et nous battons, nous tuons même pour cela. Et en oubliant que nous avons quand même créé la première constitution sur cette terre-là, la première véritable constitution, qui était véritablement à la fois démocratique et humaniste. Et nous avons oublié tout ça. Et ensuite, non seulement nous copions ce qui vient d'ailleurs, et nous, en plus de ça, nous appliquons mal. Il y a beaucoup de zèle de la part de nos élites intellectuelles et politiques à vouloir se faire adouber par cette élite internationale prédatrice de leur propre peuple et des peuples africains. Et nos élites oublient très souvent que nous avons un devoir vis-à-vis des nôtres qui ont été réduits en esclavage et qui sont un peu partout et ils sont notre présence un peu partout par le fait de l'esclavage, par le fait de la colonisation et par le fait donc des migrations qui ont suivi, fait que nous sommes un peuple puissant qu'il faut pouvoir inciter justement à se rassembler. Donc c'est un des aspects du panafricanisme aujourd'hui. Et que si nous avons la possibilité, l'intelligence et comment dirais-je, le courage de réorganiser nos batailles autour des questions véritablement africaines et panafricaines, autour des questions d'intégrité, parce que c'est de cela qu'il est question, des questions d'intégrité, eh bien, vous verrez bien que partout dans le monde, sur le continent et dans la diaspora, et chez les afro-descendants partout dans le monde, eh bien, il va y avoir une mobilisation qui permettra à l'Afrique d'être transformée et d'être un véritable référent mondial. Et donc pour cela, il faut effectivement de l'intelligence, mais également se départir, pour pouvoir se départir justement de ce qui peut nous grandir, plutôt que de ce qui continue à nous aliéner sans fin. Et ce qui nous aliène justement, c'est de penser, par exemple, que les élections peuvent nous sortir de l'ornière. Et seulement les élections. Les élections, c'est important. Mais regardez, pourquoi les gens, aujourd'hui encore, la plupart des jeunes Africains et des patriotes africains adoubent quelqu'un comme Thomas Sankara. Est-ce que c'est un système démocratique? Est-ce qu'il avait été élu? Non. Pourtant, aujourd'hui encore, on reconnaît que ce qu'il a fait était bien. Donc le problème, c'est une question d'intégrité, c'est une question de dignité. Si un pouvoir se comporte de manière digne, de manière respectable, et comprend que et agit de sorte à porter la preuve que la dignité et le pouvoir, la souveraineté appartiennent véritablement au peuple et travailler dans ce sens-là, il sera suivi toujours. Et par contre, si nous nous limitons à des questions purement des textes, comme le font la plupart de nos élites intellectuelles et prétendument politiciens avertis, et si nous nous en tenons seulement à des textes qui n'ont même pas été élaborés par nous, qui ne sont que des copier-coller de ce qui existe ailleurs et qui fonctionnent mal, on le voit même dans la crise qu'il y a maintenant dans les restes du monde occidental, eh bien, nous ne nous en sortirons jamais. Nous avons un devoir vis-à-vis donc de l'histoire, vis-à-vis de ceux-là d'entre nous qui ont été réduits en esclavage, vis-à-vis de ceux d'entre nous qui sont brimés chez nous aujourd'hui, vis-à-vis de ceux d'entre nous qui ont été en guerre pour libérer l'Occident. Et
il faut que nous puissions nous libérer nous-mêmes aujourd'hui. Okay. Et tout cela, c'est l'organisation. Et l'organisation, ça passe d'abord, le premier élément, c'est de savoir être lucide sur les étapes, sur ce que, sur d'abord notre identité et sur ce que nous voulons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de nous rassembler, mais de nous rassembler sur une base qui puisse être vraiment une base qui puisse agréger tous les patriotes véritables. C'est une base d'égalité, une base d'intégrité, une base de dignité humaine pour l'Africain qui aura la même dignité que tout autre être. Et si ça c'est acquis, maintenant il faut qu'on sache que les textes, parce que tout n'est pas mauvais, il ne faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Il faut respecter cette histoire commune que nous avons avec l'Occident. Et pour l'Afrique francophone, en particulier avec la France. Et en ce moment-là, nous ferons le tri et nous pourrons avancer ensemble. Okay. Et là, qui se libère, et sera d'ailleurs une bonne chose d'ailleurs pour le peuple français aussi. Tout à fait. On va relancer également Philippe Amedodji, membre de la diaspora togolaise en Belgique. Et Philippe Amedodji, vous avez suivi Marie-Paul Babli, qui est de la Côte d'Ivoire. J'espère qu'elle a porté beaucoup de solutions par rapport à la lutte que mènent les peuples africains pour sa libération depuis des années. Alors justement, Philippe Amedodji, les grandes mobilisations n'arrivent que rarement à faire fléchir les dictateurs africains. Et dans le temps, on se souvient très bien, le collectif Sauvons le Togo avait mobilisé des milliers de Togolais dans les rues, et tout récemment également en Guinée-Conakry, le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, a aussi organisé plusieurs manifestations et a rassemblé des millions de Gabonais, de Guinéens plutôt, j'allais dire, dans les rues de la Guinée-Conakry. Malgré toutes ces mobilisations, Philippe Amedodji, Alpha Condé brigue un troisième mandat, et finalement dira-t-on que les mobilisations ont-elles perdu leur raison d'être, Philippe Amedodji? Merci Sylvain. Je rajouterai même à ton tableau celui du Mali. Aujourd'hui, les Maliens sont en train de mordre les doigts. Vous savez, nous tous avons applaudi le renoncement ou la perte du pouvoir par Ibeka. Et au lendemain de son départ, nous nous sommes rendus compte que les militaires ont été soutenus par deux dictateurs d'Afrique, en l'occurrence celui du Togo, et que le Mali n'est pas prêt de voir le bout du tunnel. Vous savez, moi je suis de ces Africains-là. Je pense que, contrairement à mes deux prédécesseurs, je pense que nous les Africains, nous devrions arrêter de nous plaindre et de pleurnicher, pensant que le monde est beau et que la France ou d'autres puissances vont venir nous aider, nous soutenir. Je vois ça un tout petit peu. Non, il faudrait, et ça je suis d'accord avec M. Adama, il faut s'organiser. Il faut organiser nos populations. Vous savez, M. Adama, et ce que nous manquons souvent de prendre en compte, c'est le faible taux d'éducation, d'alphabétisation de nos populations. Nous qui sommes en Occident, qui souvent avons eu la chance de faire des études, nous faisons des analyses qui ne passent souvent au-dessus de la tête de nos compatriotes. Combien au Togo, il y a 80% des populations qui n'ont même pas eu, qui peuvent même pas lire un texte et le comprendre. Donc lorsque nous parlons le gros français, et c'est ce que j'avais voulu dire à Marie-Paul, lorsque nous sommes dans nos conforts doués en Occident et que nous pensons que nous pouvons appuyer sur un bouton et déclencher la révolution dans nos pays, nous nous trompons. Il n'y a que peut-être 2% des populations basées dans nos pays qui comprennent ce que nous disons. D'accord, Philippe Amedodji, on comprend votre développement, mais avant de vous laisser continuer, on va voir si Adama Coulibaly est d'accord avec vous sur ce point. Alors, d'abord, moi je ne suis pas partisan, contrairement à ce qui vient d'être dit, comment dirais-je, d'un appel des pieds
des autres pour venir nous aider. Voilà pourquoi j'ai parlé de professeur Kijerbo parlant de la natte des autres. Pour moi, nous devons nous appuyer sur nous-mêmes, sur nos traditions. Et voilà pourquoi d'ailleurs à l'APP Burkindi, nous avons une ligne politique qui s'appelle l'Awol Burkindi, qui est le chemin de la dignité, qui est un cheminement et qui s'appuie sur nos traditions et qui aussi s'inspire des traditions politiques qui sont suivies, mais principalement sur les traditions africaines et sur ce que l'Afrique a pu produire de mieux pour s'organiser au plan social, au plan politique et également sur les questions d'échange économique. Donc, il faut se retrouver et là, sur ce plan-là, la plupart de nos populations se retrouvent. Parce que malgré cette tragédie de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme, la majeure partie de nos populations se retrouvent encore, comme il dit tout à l'heure, hors du système scolaire occidental. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas éduqués. Cette partie de nos populations n'est pas éduquée. Elles sont éduquées. Nos populations sont éduquées, mais elles ne sont pas instruites de la même manière que les Blancs, parce que partir du présupposé que aller à l'école, c'est être éduqué, contrairement à nos populations, mais c'est faire insulte d'une certaine manière, ou alors ça montre une certaine méconnaissance de ce que nous avons été, de ce que nous sommes capables de faire, sur la base de ce que nous sommes fondamentalement, de ce que nous avons pu montrer au temps de l'esclavage. Donc, en s'appuyant justement, en trouvant les ressorts endogènes que nous allons pouvoir mieux mobiliser justement les populations à la base, puisque ce que nous avons acquis aussi, nous, en Philippe Amendo dit, est-ce que Adama Coulibaly vous a apporté la réponse? Ce que nous avons acquis à l'école, c'est un enrichissement supplémentaire. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on se garde de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce que nous avons acquis, parce qu'il y a une mondialisation aujourd'hui, mais nous sommes capables, nous, d'apporter à nos populations ce que nous avons acquis. Elles nous ont envoyé, justement, en quelque sorte, en mission pour apprendre certaines choses. D'accord. Nous devons ramener ça et faire le tri pour pouvoir avancer pour nous-mêmes et ensuite avec les autres aussi. D'accord. Alors, Philippe Amendo dit, est-ce que Adama Coulibaly a apporté quelques réponses à votre inquiétude? Et en partie, vous savez, monsieur Adama, moi, mon problème, ce n'est pas d'essayer de réinventer la roue, monsieur Adama. Le développement d'une grande partie de la civilisation occidentale était dû à la base à l'ingéniosité et aux populations d'Afrique du Nord, égyptiennes en l'occurrence. Donc ils n'ont pas dit on va pas incorporer les découvertes scientifiques et mathématiques pour continuer à évoluer. Ils ont pris ce qu'il y avait au moment où ils en avaient besoin. Pourquoi est-ce que nous devrons aller chercher à réinventer Internet alors que ça existe actuellement? Vous savez, avec les outils de communication dont nous disposons aujourd'hui, nous pouvons vous parler d'instruction. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, l'éducation ou l'instruction, ce n'est pas ce que les Blancs, ce que l'Occident nous a apporté. Il y a une façon également d'informer, d'ouvrir les yeux de nos populations. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pas ce que les gens du siècle dernier ou avant-dernier ont vécu. Donc, travaillons avec les outils dont nous disposons actuellement et ne régressons pas. Parce que je ne sais pas ce que M. Adama a dit, mais ça peut être interprété comme si, non, attendons, avançons à notre rythme. Si nous voulons avancer à notre rythme, alors ça suppose l'encouragement de l'esclavage dont nous sommes victimes actuellement. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas pleurer, parce que c'est nous-mêmes, et c'est ce que Takono Mouko a dit, hein, c'est une forme d'esclavage volontaire. Il faudrait que nous sortions de cela en réfléchissant nous-mêmes et en s'appropriant les moyens de lutte actuels. Sur cela, M. Adama et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais sur les méthodes de lutte actuelles, je crois que nous avons déjà un certain nombre d'éléments. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas compter sur peut-être des instruments trop rudimentaires. On peut utiliser
les armes modernes et sophistiquées que nos adversaires utilisent actuellement. Je ne sais pas si M. Adama me comprend. Il faut utiliser les mêmes armes modernes. Comment est-ce qu'on peut imaginer combattre un adversaire qui a en main un fusil à pompe lorsque vous n'avez que des cailloux? Prenons également ce fusil à pompe. C'est une façon imagée de dire nous n'allons pas nous dire que nous allons attendre de découvrir nous-mêmes Internet avant d'utiliser les outils d'Internet pour combattre nos adversaires. D'accord, on a compris. On va continuer ce débat. Adama, je voudrais quand même allez-y. Un petit mot, parce qu'il y a une confusion. Il y a une confusion. Parce que être soi-même, retrouver son identité propre ne veut pas dire retourner au Moyen-Âge. Non, pas du tout. Les Chinois, rappelez-vous, et lorsque les Chinois, il y a pas encore très longtemps, on considérait qu'ils étaient rien. Ils sont partis retrouver, d'abord ils ont fait la révolution culturelle, pour se retrouver eux-mêmes, pour se prouver qu'ils étaient Chinois avant autre chose. Mais ça n'empêche pas d'être de plein pied avec la modernité, c'est ce que j'ai dit. Et en Afrique aujourd'hui, partout, y compris ceux-là même qui ne savent pas lire, ils savent utiliser les smartphones. La question n'est pas là. Et pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir financer correctement nos instituts de recherche, notre médecine, et la recherche dans tous les domaines, il faut se libérer. Et pour se libérer, c'est d'abord une libération mentale. Et c'est cette libération, elle ne peut s'opérer qu'en étant nous-mêmes, quand nous retrouvons nous-mêmes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Exactement. Pour le reste, et l'Afrique a d'abord prouvé, parce que d'abord il faut se rappeler, quand on parle d'Afrique du Nord, eh bien d'abord les Égyptiens c'était des Noirs. Il faut pas l'oublier non plus. Donc c'était l'Afrique globalement. Et d'ailleurs, ce qu'on a retrouvé comme connaissance en Afrique, en Égypte, là, ça se retrouvait aussi en Nubie et partout et dans d'autres régions où il y a eu des découvertes récemment encore, y compris jusqu'en Centrafrique, qui montrent qu'on maîtrisait déjà la métallurgie à un niveau relativement avancé depuis ce temps-là. Donc la question n'est pas là. La question, c'est de se libérer pour être en même de discuter d'égal à égal avec les autres. D'ailleurs, on va continuer ce débat, Adama Coulibaly. Sont de grands scientifiques aujourd'hui. Exactement. Eh bien, Adama Coulibaly, pour ce débat panafricain en début, tout début, si vous voulez apporter des solutions à comment réorienter la lutte en 2020, comment les peuples africains doivent réorienter la lutte en 2020, vous avez émis l'hypothèse de lutte armée, justement, dans plusieurs pays francophones. On parle de l'Afrique, l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir public, civil et politique. Et si ces mobilisations n'arrivent pas à faire fléchir ces dictateurs, et pour bon nombre d'Africains, ce sont nos armées qui se sont constituées en soutien indéfectible à certains dirigeants africains. Alors, comment régler ce problème selon vous, Adama Coulibaly? Alors, je prends un exemple quand même de la résistance au coup d'État du général Gilbert Diendéré le 16 septembre 2015 au Burkina. Lorsque le général Diendéré, rappelez-vous, qui était le chef de la garde prétorienne de Blaise Compaoré, le régiment de sécurité présidentielle, qui avait organisé ce coup d'État et qui semblait l'avoir réussi. Et l'armée s'est mobilisée, l'armée régulière s'est mise du côté du peuple. Alors, donc, ça veut dire que c'est possible que l'armée se mette véritablement du côté du peuple quand il y a quand les circonstances sont favorables. Mais fondamentalement, il faut voir que les armées africaines sont à l'image, c'est des copies conformes de ce qui se passe, ce que je disais tantôt, ce qui se passe en Occident. C'est des armées qui sont loyales, mais il se trouve qu'elles sont loyales à des pouvoirs qui, eux, ne sont pas des pouvoirs, légitimes quant au fond, qui sont des pouvoirs légaux, mais pas légitimes du point de vue de la légitimité populaire et de la représentativité populaire. Ce qui fait que ces armées-là ont été réduites en serviteurs d'un système, c'est des serviteurs du système qui sont spécialisés pour
réprimer les populations, pour la répression des populations, plutôt que la défense du territoire et la défense de ces populations. On les réprime, on supporte on protège les puissants du moment. Et d'ailleurs, c'est souvent des passoires, parce que souvent elles sont sous-équipées, sauf les unités qui protègent les chefs de l'État. Eh bien, c'est des armées qui ne sont pas bien structurées, qui sont éloignées du peuple, comme le pouvoir lui-même est éloigné du peuple. Et il se trouve d'ailleurs qu'au sein de ces armées, la troupe, souvent, vit les mêmes difficultés parfois que le reste de la population. Ce qui explique d'ailleurs que lorsque certains officiers ou sous-officiers décident de faire des coups d'État, ils sont suivis assez facilement par le reste de la troupe. Donc, qui espèrent dans ces conditions-là qui espèrent un meilleur traitement par la suite. Donc, tant que le système globalement ne change pas, eh bien, nos armées ne seront pas des armées républicaines qui auront le sens du devoir de la défense de la patrie, la défense de la population, la défense de nos territoires. Et c'est ça le vrai problème. Donc, ces armées-là certains chefs de ces armées sont corrompus. Il y en a d'autres qui sont des véritables soldats, des hommes d'honneur, mais il y en a qui sont des corrompus, au même titre que les corrompus qui nous gouvernent, qui sont dans l'administration publique, et qui sont ministres ou qui sont chefs d'État. Et tous ne le sont pas, mais beaucoup le sont, malheureusement. Justement, alors Philippe Amendo dit le même constat est fait qu'au Togo, l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir public, civil et politique, et les mobilisations n'ont pu rien faire pour quand même régler ce problème-là. L'armée soutient plutôt ces dictateurs africains. Quelle solution à ce problème selon vous? Mais on ne va pas défoncer une porte déjà ouverte. Vous savez, toute bonne dictature qui se respecte se base sur l'armée, c'est-à-dire la force brutale. Ça, c'est connu, c'est pas une découverte. Maintenant, je remercie M. Adama d'avoir fait la nuance lorsqu'il parlait de lutte armée. Et en fait, il parlait plutôt, en donnant un exemple, d'une invitation lancée à l'armée et à renverser la dictature lorsque cette dernière martyrise les populations. Je suis d'accord. Maintenant, j'appelle également à une nuance. Moi, actuellement, qui est applaudi lors du renversement de IBK, je suis sceptique sur le cas malien pour l'instant. Donc, ce n'est pas aussi certain que l'armée, lorsqu'elle se rébelle, agit pour l'intérêt général ou l'intérêt des populations. L'armée, parfois, est manipulée et agit dans l'intérêt de ces forces-là. Vous savez, monsieur Adama, lorsqu'on parle de lutte armée, combien de pays africains produisent des armes? Ok? Donc, j'invite également, nous les Africains, à réfléchir à nos façons de faire. Ok? Et je fais un petit détour en disant, vous savez, moi j'applaudis, j'encourage la politique burkinabèse qui incite les Burkinabés à utiliser les vêtements burkinabés qui sont produits par les Burkinabés et non pour réduire un tout petit peu la dépendance vestimentaire de nos pays vis-à-vis des exportations. Donc, parce que en ce faisant, nous enrichissons les autres populations, nous nous appauvrissons. Même chose pour les armes. Combien de fois nous n'avons pas vu des puissances, ces puissances-là, néocolonialistes, que nous condamnons ici, armées en même temps des protagonistes, des belligérants, qui s'affrontent, et lorsqu'ils auront fini de s'affronter, et nous ouvrons, et que de s'affronter, de s'affaiblir, la voie est ouverte alors aux colons pour aller exploiter, spolier le pays, exploiter les richesses de ce pays. Donc, il faudrait que nous réfléchissions correctement à ce que nous faisons pour ne pas tomber dans ce piège du colonialisme. Je sais que M. Adama est conscient de cela, mais j'attire l'attention sur cela parce que ça se passe à plusieurs reprises. Nous, aujourd'hui, au niveau de la Belgique,
en tout cas beaucoup de panafricains commencent à penser à la manière dont nous pourrions combattre la dictature, ok, sans apporter de l'eau au moulin aux colonialistes, c'est-à-dire nos dictateurs ne sont en fait que des préfets mis en place par ces colons-là. Donc, combattons-les pour que lorsque nous les aurons abattus, que les colons ne trouvent plus leur place dans nos pays pour continuer à nous exploiter, à nous spolier. C'est la solution. Je ne dis pas que j'ai la formule magique, mais il faudrait réfléchir à cette façon d'agir, parce que nos façons d'agir généralement ou souvent nous pénalisent in fine, parce que nous travaillons en même temps que nous combattons. Certains de nos dictateurs, nous travaillons pour l'intérêt de ceux qui les ont mis là, et dans tous les cas, c'est le colonialisme qui gagne. On l'a vu dans plusieurs pays où le départ de la dictature, vous l'avez dit, même au Burkina Faso, le départ de Blaise Compaoré n'a pas laissé la place à l'émergence d'une nouvelle Burkina Faso. Donc ça aurait servi à quoi? Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail, du chemin à parcourir, et il faut que nous y réfléchissions dans les jours, les mois et années à venir. Tout à fait. Et on va conclure ce débat. Adama Coulibaly, si vous voulez rebondir sur les réponses que vient de donner Philippe Amedo, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez rebondir. Mais on va conclure effectivement ce débat panafricain de ce soir. Je vous pose également cette question. En lieu et place du soutien au développement des pays africains, la communauté internationale et surtout les multinationales profite de la situation et s'adonne à un jeu politique d'intérêt en s'acoquinant aux dictateurs. Alors devant cette situation, est-ce que le combat n'est pas perdu à l'avance par les peuples africains en lutte? Adama Coulibaly. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais dire, je n'ai jamais, moi, appelé l'armée à renverser, parce que je fais confiance plus au peuple qu'à l'armée. Parce que l'armée fait partie du peuple. Et d'ailleurs, quand j'ai donné l'exemple du Burkina, il s'agissait de dire que le peuple mobilisé a quelque part contraint l'armée, a rassuré l'armée qui s'est rangée du côté du peuple, justement. Parce que la légitimité fait partie du peuple. Du côté du peuple, toujours des peuples. Et d'ailleurs, il y a eu des luttes armées qui sont organisées, que nous soyons fabricants d'armes ou pas, la question n'est pas là. C'est qu'il y a des armes, et il y avait là, en ce moment, quand on regarde dans tout le Sahel, toutes ces tueries, d'où viennent les armes? Donc, quand un peuple est mobilisé, l'armée fait partie du peuple, il faut qu'il y ait une mobilisation, il faut qu'il y ait l'élite qui ouvre les yeux et que chacun comprenne que nous avons une dignité à sauvegarder, que nous sommes prêts à tout pour cela. Maintenant, en ce qui concerne les multinationales, ça fait partie du même jeu. L'Afrique est un terrain où on peut tout faire, où il y a énormément de choses, où l'Afrique a aussi enrichi, a permis de réunir, si on va un peu plus loin, avec le commerce triangulaire, a permis de réunir les premiers capitaux qui ont pu construire le capitalisme occidental. Et la même chose continue aujourd'hui. Et les multinationales sont encore plus puissantes aujourd'hui et elles font un jeu. Elles utilisent nos hommes d'État, nos hommes d'affaires, mais surtout nos hommes politiques, les chefs d'État, pour piller le continent. Donc, est-ce que pour ça, on peut dire que le combat est perdu d'avance? Certes, ces gens sont puissants. Ils sont puissants, c'est parce qu'ils sont puissants que nous sommes faibles. Mais c'est parce que nous ne sommes pas mobilisés qu'ils sont puissants. C'est parce que nous n'avons pas su trouver encore l'articulation qui peut faire que la cassure qui a été organisée au Congrès de Berlin, nous en fassions fi et que nous puissions nous retrouver au-delà des frontières. Et c'est le travail que nous faisons ici à travers une dynamique panafricaine et en Europe, et nous essayons de faire la même chose sur le continent. Et si nous arrivons à rassembler véritablement nos intelligences, nos énergies, eh bien, je peux vous assurer que ces dictateurs vont trembler, la peur va changer de camp, et nous allons pouvoir les chasser, et que les multinationales, nous allons leur imposer de nouvelles règles. Rappelez-vous d'ailleurs que en Suisse, récemment, il y a eu cette proposition de votation pour des multinationales responsables
Et ils ont utilisé un ministre des multinationales, ont utilisé un ministre, le ministre du commerce du Burkina Faso, pour venir brouiller les jeux en faveur des multinationales, alors que le vote populaire avait été acquis et il y a eu plus de 50% des Suisses qui avaient voté, pour ceux qui ont voté, pour effectivement qu'il y ait une responsabilité, qu'on impose des règles en responsabilité des multinationales présentes en Suisse qui travaillent avec l'Afrique. Il s'est trouvé des Africains qui viennent dire non, ne vous occupez pas de ça. Donc, le combat se trouve vraiment dans nos mains. Et ça, quel que soit le combat, c'est comme David contre Goliath, eh bien, il faut que nous soyons sûrs de nous. Parce que si nous partons avec l'idée que les gens, ceux qui sont en face sont trop forts, eh bien nous ne bougerons pas. Parce que il faut que d'abord nous puissions nous dire, est-ce que le combat que nous voulons mener est juste ou pas? Est-ce que nous sommes aussi, nous aussi, investis d'une certaine dignité? Est-ce que nous sommes des gens intègres? Si nous avons cette conviction, nous allons soulever des montagnes et nous allons mettre au pas aussi les multinationales après avoir chassé les dictateurs. Et nous avons les moyens de chasser les dictateurs et d'imposer des règles démocratiques chez nous. Merci beaucoup Adama Coulibaly sur votre conclusion. Je ne peux qu'ajouter cette citation de Kizerbo qui disait « Nalara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts ». Kizerbo et Burkinabé. Alors, merci beaucoup Adama Coulibaly. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de radio, Canal K de radio à Volonté, que vous êtes président du parti politique APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Merci de nous avoir accompagnés en ligne de la France. Et on va laisser conclure également ce débat panafricain par Philippe Amédodji. Vous avez suivi Adama Coulibaly, mais je vous repose la même question. Je le disais, en lieu et place du soutien au développement des pays africains, la communauté internationale et surtout les multinationales profitent de la situation et s'adonnent à un jeu politique d'intérêt en s'acoquinant aux dictateurs africains. Alors devant cette situation, est-ce que le combat n'est-il pas perdu à l'avance par les peuples africains en lutte? Et aucun combat n'est perdu à l'avance si il y a derrière des gens bien organisés. Moi, je ne suis pas étonné de constater de faire ce constat que la communauté internationale et les multinationales s'acoquinent aux dictateurs pour maintenir l'Afrique dans la dépendance et l'esclavage. Vous savez, lorsque on entend beaucoup de décideurs politiques et économiques puissants du monde parler, on a l'impression que l'Afrique, pour eux, doit servir de réserve naturelle, idéalement sans leurs habitants, pour pouvoir aller épuiser du cobalt, des minéraux utiles à leur croissance économique. C'est à nous les Africains de nous organiser. C'est à nous. C'est vrai, beaucoup de dirigeants africains, je l'avais dit tout à l'heure, sont malheureusement des marionnettes, des préfets mis en place, mis à la tête de nos nations pour faciliter ce pillage de nos pays ou de notre continent. C'est à nous, aux peuples africains, de nous organiser pour empêcher cela, pour faire en sorte que cela cesse. Et c'est le travail, c'est le défi qui, pour moi, se dresse devant nous dans les mois à venir. Il faudrait que les panafricanistes, les panafricains réfléchissent à la façon d'adresser ou de relever ce défi-là. C'est un défi de taille. Je ne le minimise pas, mais il faudrait qu'on s'organise mieux. Vous savez, je termine par là. Le gros problème, il faut le reconnaître également, de nous les Africains, c'est le manque d'organisation. Nous éparpillons souvent nos énergies et nos forces en embrassant trop de choses ou en les embrassant de façon peu méthodique. Montrons également à nos adversaires que nous sommes suffisamment structurés pour les empêcher de continuer à garder leurs genoux sur nos coups. C'est en cela que nous allons leur dire que nous devrons traiter dorénavant d'égal à égal avec eux. C'est-à-dire, il faut que nos intérêts, il faut que le bien-être de nos populations
soient prises en compte dans les échanges commerciaux, dans les partenariats politiques que nous allons tisser avec eux dans les jours et mois à venir. Voilà ce que moi je pense de cet aspect-là. C'est de bonne guerre, Sylvain. C'est-à-dire l'homme, la nature de l'homme economicus, c'est de maximaliser ses profits. Donc, cherchons également, nous les Africains, à faire en sorte que nous puissions travailler à sauvegarder nos profits, à faire valoir nos intérêts dans nos contacts avec les populations qui, c'est vrai, cherchent également à satisfaire aux besoins de leur population. Nous également, nous leur dirons que nos populations sont là, leurs besoins doivent être pris en compte, leur bien-être doit être pris en compte, sans quoi nous leur interdirons de venir nous exploiter et de repartir chez eux. Merci. Je remercie M. Adama également pour sa brillante participation. Félicitations en tout cas d'avoir pris le parti d'aller défier, d'aller apporter votre contribution au Burkina Faso. Espérons que dans les années à venir, nous vous retrouverons au front pour que vous puissiez servir également de ce maillon-là, de cet ouvrier, être cet ouvrier bâtisseur de l'Afrique de demain. Merci. Merci. Nalara Ansara. Merci beaucoup. Merci beaucoup également Philippe Abedodi, membre de la diaspora togolaise en Belgique, et bonsoir. Bonsoir. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.